la Rolex EPG et tout, quoi. Ça va. Bon, On attaque, mon petit Marco? Allez. Donc, Marco, d'abord, merci, c'est un honneur. Et j'attendais ce moment depuis un moment, parce que j'attendais ce moment depuis un moment, ça commence bien. Tu es la figure emblématique de la pétanque. Donc, Marco Foyot, tu es très connu, mais est-ce que tu peux nous faire une petite présentation sur ta situation de famille, ton âge, à quel âge tu as débuté, rapidement, et puis après, on rentre dans le vif des questions. Bon, ben, quand j'ai débuté, c'est les années Popel Up, hein, c'est-à-dire, je vais faire 60. Je suis obligé de dire mon âge? Tu le dis comme tu veux, Ouais, je suis du 6,53, donc comptez, mais de d'accord? toute façon, tu sais que J'ai. tu les fais pas, quoi. Ouais, ouais. On me l'a encore dit ce matin au téléphone, ça m'a fait plaisir. Et non, j'ai commencé à l'âge de 13 ans, j'ai gagné mon premier tournoi en région parisienne. C'était au CSMO, enfin boulevard Jean Rose à l'époque avec mon père. Donc les catégories n'existaient pas, c'est-à-dire les benjamins, les minimes, les cadets, tout ça. J'étais pas junior, j'avais 13 ans. Et je me souviens, ma carrière de pétanque commence comme ça. J'avais battu des copains à mon père qui étaient des Italiens, Tabaldi et Tetamanti. Angelo Tabaldi, Marcel Tetamanti. J'ai de la mémoire encore, hein. Et j'ai gagné ce tournoi avec mon père. À l'époque, j'ai connu mes premiers carrés d'honneur. On jouait entre les arbres. On traçait à un bâton 15 mètres dans un sens, 15 mètres dans un autre sens. Et on jouait comme ça. Et on envoyait le bouchon où on voulait. Voilà. C'est comme ça que j'ai commencé la pétanque. Après, mon père est devenu un président de club qui s'appelait le Cochonnet-Meldois au Parc Fros. C'est toute ma jeunesse, hein. On sortait de l'école, on jouait au ballon, on faisait du vélo, on faisait du patin à roulette en 5, etc. Et puis j'ai commencé à gagner aussi des tournois avec mes copains, sortant du lycée, du collège plutôt. Quel âge tu avais, Marco? Rappelle-moi. Là j'avais 13, 14, 15. Ouais, quand Ouais, même. ouais, c'est ça. En même temps, j'étais doué en athlétisme, puisqu'en même temps, dans les années 66, on dira ça comme ça, je me suis retrouvé recordman de France sur 600 mètres. J'avais fait une 26,6. Je sais pas si tu te rends compte ce que c'est, ça va vite, hein, une 26,6. Oui. J'avais quoi, 13 ans, et je suis toujours recordman du monde, recordman de France à la Fédération française d'athlétisme, FFA, puisque c'est une discipline qui n'existait plus. Et donc je suis toujours, si tu vas sur les trucs, sur les Ah, stats, quand tu même. verras mon nom. J'étais à l'époque au CSMO, en Seine-et-Marne. Et en même temps, je jouais à la pétanque. Après, je me suis retrouvé champion de France dans les années 70, junior, 71 junior aussi. Et en même temps que je faisais mon premier championnat de France que je gagne, oui, c'est ça, c'était à Annecy, je crois, ma mère faisait le premier championnat de France doublette. Et elle perd en finale, à l'époque. À l'époque, je crois que ça devait être Daniel Gros qui était championne de France. Tu vois, D'accord. voilà un peu comment je commence Enfin, la. t'es tombé dedans quand t'étais petit, quoi. Oui, Ouais, vraiment. mais j'aurais pu jouer au tennis, hein, j'aurais pu jouer au rugby, Ouais, j'aurais pu tu t'es faire des posé la choses. question, athlétisme ou pétanque, à un moment? Non, pas du tout, parce qu'en même temps, je jouais au football, j'étais en équipe de Seine-et-Marne en cadet. Tu vois, j'étais on appelait ça demi-centre à l'époque, hein, tu vois. Et donc j'étais doué, je jouais au ping-pong, je me suis retrouvé en finale du championnat de Seine-et-Marne à l'époque de mon département en ping-pong. Tu vois, donc j'étais épais comme une saucisse, j'envoyais le javelot à 50 mètres. Ah ouais, quand Tu même. vois, j'étais cadet, je faisais plus de 6 mètres en longueur, quoi. Après, j'ai fait de l'athlétisme, enfin j'ai continué. J'ai eu des sélections d'équipe de France, 4 sélections d'équipe de France Espoir. Ma plus belle performance, c'est à Gerland, en hiver 72. J'avais battu, non pas 72, un peu plus, 74. J'avais battu Adri Yozenko qui avait fait 5e aux Jeux Olympiques en 76. L'année où Guy Drude devient champion olympique à Montréal. Tu vois, ce qui n'était pas rien. Putain, je me rappelle de Et je ça. courais, c'était France-URSS. À l'époque, c'était URSS, hein, c'était pas la Russie. Et j'avais un maillot, on avait fait un échange de maillots avec les Russes et tout. C'était toute une histoire parce que ils n'avaient pas le droit, tout. Tu sais, la Russie était à l'époque, c'était vraiment, c'était tout un truc. Et j'ai ce souvenir-là. Pour moi, c'était une grande fierté. Le mec, il a fait une 45,8 sur 800. Je sais pas si tu te rends compte. Après mes perfs en athlétisme, j'avais fait, pour ceux qui ont nos âges, c'était l'épreuve étalon, c'était le 1000 mètres. J'avais fait 2,41 en minime à 13 ans.
amuse-toi à faire 1 kilomètre, tu vas voir. Ah non, non, mais ça me parle, ça, hein, c'est sûr. Hein, et j'avais fait après, j'avais fait 2,25 quand on était à l'ENSEP, tout ça, puisque j'avais fait l'armée au bâton de Joinville. J'avais fait 2,25,5 au kilo. Pour moi, que ça bombarde. Hein. Fallait pas. Après, je faisais moins de 11 secondes au 100 mètres, tu vois. Et puis après, j'ai eu des propositions. J'ai été au Stade de Vanves, en région parisienne. J'aurais pu aller au Racing, j'aurais pu aller au PUC à l'époque, c'était le PUC. Je tapais contre machin du Stade Bordelais là. Il y avait, qui c'est qu'il y avait? Je me souviens plus trop exactement. C'était une très belle époque pour moi. C'était une enfance, mon adolescence était cool. Voilà. Donc, tu as choisi la pétanque et tu as été en. Comment dire? Dès que tu as fait ton choix de pétanque comme activité principale, ouais. D'abord, ça a été ton activité principale dès ton plus jeune âge? Le début de l'âge adulte? Non, pas du tout. Je jouais au boule comme ça avec mes potes. Hein. Mon père était président d'un club. Bon, j'étais doué. Mais j'avais des copains qui étaient aussi forts que moi. Seulement, ce qui a fait la différence après, c'est que moi, déjà à cette époque-là, j'avais ce côté que d'autres n'ont pas. C'est-à-dire que tu sais, quand tu fais une spécialité dans n'importe quoi, tu as le champion, le joueur fort, le joueur moyen, enfin, etc. Et tu as le super champion. Et moi, déjà, j'avais une qualité, c'est que je craignais pas. Moi, quoi qu'il arrive, je voulais toujours être premier. Je sortais de l'école, je prenais les boules, je faisais un 100 mètres, il fallait que je sois premier. Je prenais le vélo, il fallait que je torde mes copains. Il fallait que je joue au ballon, il fallait que je marque des buts. J'ai toujours été comme ça quand j'étais. Et après, ça m'a continué, mais après, ça m'a servi aussi même pour mon côté professionnel. Que ça soit dans l'assurance, dans la publicité. Lorsque je bossais sur des programmes à l'époque, c'était le Télé Hebdo, je ne sais pas si tu te souviens. C'était le premier télépoche en région parisienne, qui est devenu après national. C'était les années 80, oui, peut-être même avant. C'est le format magazine télé. Ouais. J'avais travaillé là-dessus, je cartonnais grave à cette époque-là. Donc, tu as bossé dans la publicité? Je travaillais en publicité aussi. Je gagnais de l'oseille. Après, j'ai eu la période où je suis parti de chez moi, j'avais 17-18 ans. Bon, la vie étant ce qui est un peu... Bon, je sortais avec une fille qui était paloise et mes parents ne voulaient pas trop. Je devais rentrer à Font-Romeu, je devais être professeur de gym, tu vois, donc à la place de ça, j'ai passé un brevet de, comment dire, de sténo, enfin de compta mécanographie à l'époque, tu sais, ça se faisait bien, que j'ai eu aussi, ouais, que j'ai eu, et puis je m'en suis jamais servi, quoi. Après, j'ai fait ma vie comme ça. Et t'es descendu à Pau alors? Oui, j'ai fait plusieurs fois sans que mes parents le sachent. Enfin, c'était tout un bordel. Parce que tu as été dans le sud rapidement, non? Ah non, je suis resté à Paris pendant des années. Quand je suis parti de Meaux, après j'ai habité Paris, c'est les années 77 quand Benjamin est né, mon fils est né. J'habitais Bouvard-Exelmans, 77, 80, 82, 80, voilà tout ça. J'étais à 100 mètres de chez Claude François quand il est décédé. J'avais un super appart là, on avait un 3 pièces avec la mère de mes enfants, Corinne, avec qui j'ai eu donc 2 enfants. J'en ai que 2, hein, parce que contrairement à ce que peuvent penser les gens, j'en ai pas. Non. Bon, je rassure mes enfants quand même, parce que c'est bien. Parce que s'il va m'arriver quelque part, mon fils et ma fille, c'est leur problème. Papa, putain, qu'on n'arrive pas quand on va. Si on doit toucher quelque chose, que le. Comment dire, que le notaire, il ne dise pas, putain, regarde, il y a un petit noir, un petit jaune, enfin, etc. Bon, c'est bien. Je les rassure. J'ai ma fille Caroline. Il servira au moins ça, c'est que j'ai eu au téléphone, il y a justement chez toi, il y a 5 minutes. D'accord. Voilà. Et qu'est-ce que je veux dire? Ouais, c'est surprenant toute cette jeunesse parisienne, pour moi, parce que moi, je t'associe plutôt au sud. Alors, est-ce que c'est parce que tu as gagné ces Marseillaises? Est-ce que c'est pour ça? Mais je t'associe beaucoup à tous ces joueurs marseillais, tu vois. Ben oui, c'est-à-dire qu'après, bon, quand j'ai 18, 19 ans, je suis champion de France junior, enfin, etc. Après, dans les années 80, 82, 80, je deviens champion de France en doublette avec Antoine de Stéphanie pour le 16e arrondissement. Je joue dans le Bois de Boulogne à l'époque. Donc, on va dire qu'il y a prescription. Donc, on jouait beaucoup d'argent. C'était les années Popel Up où la France avait, enfin, quand tu gagnais une brique par mois, tu avais de l'argent, quoi. Tu vivais bien avec ta vie de Paris, tout ça. Maintenant, bien sûr. C'est l'équivalence de 1500, 1800 euros par mois. Tu es à la rue totale, quoi. Bien sûr. On est bien d'accord que même Macron, s'il nous embourbe, là, qui repousse ses trucs, ses allocutions, encore d'une semaine, 15 jours, n'importe quoi,
Voilà, mais on vivait beaucoup mieux dans les années 80, quoi. 75, allez, 76 jusqu'à 80-90, les gens avaient de l'oseille. Moi, j'avais plein de copains qui avaient toujours des billets de 100. Enfin, à l'époque, c'était les fameux Pascal. Moi, j'adorais les Pascal. Putain, à l'époque, avec Corinne, quand je les gagnais, tout ça, me les mettait dans les boîtes à chaussures. Les Pascal, c'était les 500. Ah, c'était les 500. Bah, après, il y avait les Molières, il y avait, je crois, ou les Voltaire, il y avait les 200, les Delacroix. Les billets les Delacroix, moi je t'en parle parce que mon métier c'était de les imprimer. Moi, donc. Ah bah oui, t'as bossé à la Banque de France ici à côté. Je bosse à la Banque de France. Ah ouais, tu bosses à la Banque de France, d'accord. Donc, et voilà. tu jouais, excuse-moi de te couper. Donc ça, j'étais à Paris, c'est ma région parisienne ça. Ouais. Et tu jouais, j'en reviens sur ce sujet parce que ça intéresse du monde, vous jouiez beaucoup de monnaie, en partie intéressé. Ouais. Non, si, on peut le dire. Maintenant, ça se fait plus parce que maintenant, tu veux faire une partie à 50, à 500 balles ou 100 euros, le mec, il te demande carte d'identité, permis de conduire, numéro de téléphone, tout. C'est fini, ça. À l'époque, tu avais des gens, tu avais des industriels, tu avais des gens du showbiz, mais on se jouait 1000. Bah écoute, à l'époque, c'était 1000 balles, quoi. 1000 balles, c'était 100 sacs. C'était 100 000 anciens francs. Mais le tarif syndical, c'était ça. Tu jouais 1000, 2000, 4000, qui est tout double obligatoire, tu t'en rends pas compte? Je me souviens de ces 4000 balles, c'est comme si tu faisais, tous les jours, on jouait 800 euros, quoi, peut-être 8 ou 1000 euros tous les jours. Tu racontes ça maintenant, les mecs, ils te prennent pour un fou. Et maintenant, il n'y a plus une thune dans les boules. Hein. Les mecs, ils s'imaginent que... Ça veut dire que Quintec, que Fasino, que moi, enfin, etc. Nous, on les gagne autrement. Mais ça, on y reviendra peut-être dans une question à toi plus tard. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Je comptais en parler plus tard. Mais pour en revenir à ça, c'est clair que moi j'ai entendu, je me rappelle de cette époque à Clermont, sur la place des Salins, que tu connais bien. Ouais. Sur la place des Salins, Ça jouait. Et on parlait avec Alain Compagnon, avec Compagnon, bien sûr, qui est la figure. Avec Jean-Louis, bien sûr. Mon pote. Moi, je les voyais qui jouaient constamment, à qui tout double, des bifetons et tout. Il n'y avait pas une partie qui se jouait pas sans ça, quoi. Et ça veut dire, enfin, on en parlera tout à l'heure. D'accord. Donc ça, c'était pour situer, c'était mon époque parisienne, tu vois. Donc après, j'ai gagné bien sûr les plus grands concours du monde avec Authieu Mélis. Hein. Ça a été pour moi mes maîtres à jouer, François Mélis et puis Raymond Authieu. Ils m'ont pris, j'ai remplacé Marcel Sarnito, l'alligator, qui était un joueur extraordinaire, qui m'a appris énormément de choses à Paris. On se jouait à l'époque, on prenait un pointeur qui prenait 3 boules, et les tireurs prenaient 4 boules ou 5 boules, et on se jouait. Et on n'a jamais fait une partie carrée, quoi. Je veux dire, il me disait, Marco, tu me fais que des carreaux. Et moi, je pouvais te faire que des carreaux aussi. On terminait le soir au phare de voiture, avec des Delmurat, entre les phares de voiture, je me souviens, on était à Auteuil, t'avais les putes à côté, t'avais les mecs qui arrivaient. C'était toute une ambiance, mais c'était magique, quoi. C'était hallucinant. Ça aurait été... Audiard aurait pu faire un film de ça. Ah ouais, sur les anecdotes, mais je veux pas... Je pourrais faire 3 tomes. Sur tout ce que j'ai pu vivre et tout. Moi, j'ai fait des trucs avec Lino Ventura. Après, quand j'ai quitté Authieu Mélis, j'ai joué avec un gars qui s'appelait Mire. On a monté, enfin, on avait une partie très importante, enfin, de Rami Poker, tout ça. Bon, c'était un bar, c'était La Rochefoucauld, c'était l'ancien bar de Marcel Sarnito à l'époque, à Boulogne. Où c'est qu'il y a actuellement Roland Garros. Tu vois, donc on avait fait des trucs. Moi, je suis passé là-dedans. Après, j'ai eu ma période Eddie Barclay, Darry Cole, chez les frères Minsky. On jouait, au billard. Au billard, mais à la pétanque de billard. Au deuxième, troisième, après on allait chez Castel, donc c'était toute une époque. Moi j'ai connu tous ces gens-là, quoi. Je me suis retrouvé là-dedans, j'avais fait... T'as fait un peu de poker aussi? Non, par contre non, ça j'ai toujours maîtrisé ce que je savais faire. Par contre j'étais associé dans différents coups que je parlerai pas maintenant. C'était pas mon truc, j'aime bien gérer. Tu vois, si je pourrais m'envoyer en l'air de temps en temps dans un casino sur le tapis vert, parce que j'aime. Tu vois, cette ambiance, tu vois, les jetons, tout ça. Mais je me ferais pas chier, je vais prendre 200 balles ou 300 euros. J'y vais pour les jeter, quoi. Enfin, j'y vais pour les jeter, tout est relatif. Oui. Une fois, je les ai tu prends un peu de plaisir, mais tu sais que tu contrôles pas. Avec mes potes. Voilà, et puis si je fais 3000, c'est bien. Si je perds 300, je vais pas reprendre 100 et 200 comme certains de mes copains qui est archi nul. Ça, c'est nul.
L'argent est trop difficile à gagner, on dira ça comme ça, surtout maintenant, d'autant plus qu'il n'y en a plus, à part Arnaud ou Vuitton, Lagardère, tous ces gens-là qui font des dons à 100 millions, 200 millions pour la cathédrale, pour Notre-Dame de Paris, oui, c'est magique. Pendant ce temps-là, il y a quelques millions de Français, t'as 9 millions de Français qui sont à la rue totale, qui n'ont pas une thune. Moi, mes voisins, il arrive le 10-12 du mois, et j'ai rien contre, hein, parce que ça, c'est magique, hein, ce que font ces gens-là. Mais il y a, je veux dire, par là, c'est indécent. Il y a des choses qui sont. Ah, mais là, si des choses qui me. Si on aborde ce sujet, Marco, on va faire parler de Macron, on parlera plus de notre sujet. Parce que moi aussi, je suis complètement interpellé. Je te dis, moi, je suis parti de chez moi, j'avais 17 piges. Ouais. Qu'est-ce que c'est un billet de 50 balles, hein. Même encore maintenant, à mon âge, hein, si demain je suis à la rue Totale, j'irai chercher des melons, hein, j'irai vers Moguio, ou les endroits que je connais, ou n'importe quoi, ou dans les vignes, j'irai. Voilà. Maintenant, les jeunes qui ont 18, 20 piges ou 25 piges, ils sont à la ramasse, ils sont toujours comme ça. Trop de social, plus le social. On est d'accord. Tu as donc été dans la pétanque très très jeune et ça t'a pris beaucoup de temps, ouais. Bien sûr, même si tu as fait des métiers comme la pub, etc. Ouais. Comment a vécu ta famille et ton entourage avec ce rythme de fou? Un peu compliqué, justement, hein, ça m'a coûté une séparation, la mère de mes enfants, une deuxième, une troisième, enfin, etc. À chaque fois, ça coûte une maison, 2 maisons. Du ravi, ouais. Là, ça va, je suis en Auvergne avec une Auvergnate. Tu vas plus bouger, Marco, là Oh, si, je bouge encore, tu sais. Hein, non, mais je sais bien. Aux États-Unis, je pars n'importe où. Ouais. Là, je pars. Le mois prochain, je vais partir. Je pars. Comment dire? Je pars sur l'île de Corfou, une très belle île. Je vais faire un truc sympa avec Kostas, là, qui est le président de la Grèce, qui m'invite pour faire un truc. Et j'emmène ma compagne avec moi, et je crois que c'est bien. Elle a besoin, elle n'a jamais pris l'avion. Donc, bel hôtel, machin, ça va permettre de se balader un peu sur la Grèce et tout. T'es constamment invité, Marco? Heureusement pour moi, parce que sinon je serai à la rue totale. Non, mais je veux dire constamment, j'ai l'impression... J'ai réussi tout au long de ma vie. Bon, c'est vrai que j'ai un contact plus ou moins facile, enfin quand j'en ai envie, et quand on veut bien me recevoir aussi. C'est vrai, moi je suis un épicurien, tu sais, j'aime la vie, je suis un jouisseur, j'aime bien... Par contre, j'aime pas me faire chier. Alors, c'est pour ça que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas. Je te plais ou je te plais pas, tu comprends? Moi, j'ai un franc-parler, je suis nature, je suis bien avec mes potes, je suis bien avec mes potes qui sont blindés, comme je suis bien avec des potes qui n'ont pas une thune et qui mangent 3 rondelles de saucisson, c'est moi qui amène les tomates et les oignons pour faire une grosse salade. Ça me va très bien, j'ai aucun problème avec ça, tu vois? Par contre, j'arrive encore maintenant, même à mon âge, à choisir. Et ça, c'est important. Tu vois, j'essaye. Et donc ma vie de famille, c'est vrai que Benjamin, ça a été un peu compliqué pour lui, parce que c'était pas facile, j'étais pas souvent là, alors qu'il avait des qualités au tennis, au football, au rugby à 13, enfin, etc. J'avais ma fille Caroline, elle aussi, elle m'a pas trop vu. Et maintenant, c'est une gamine là, qui m'a téléphoné tout à l'heure, à chaque fois, elle me fait craquer, mon papounet d'amour, voilà, tac, tac. Et je vais la voir. Je fais un stage dans 24 heures. Je descends sur Lunel-Viel, où je retourne à Saint-Brest, où j'étais à Montpellier. Autour des arènes, donc j'ai des gens qui viennent un petit peu de partout. J'ai des Suisses, j'ai des Belges, j'ai des Auvergnats, j'ai des gens de Rodez, j'ai des gens de Draguignan, de Lyon, enfin, etc. Tu vois, on se retrouve à 20, 25. On est dans un clos privé. Et là, j'enseigne la pétanque. C'est toi qui les organises, Marco, oui. Ces stages? Ouais, mais j'en parle très peu, parce que j'ai pas besoin. Moi, ce qui me plaît, après, c'est pareil. Après, j'ai diversifié un petit peu ma pétanque, que j'aime. C'est-à-dire que maintenant, pour ça que je dis que dans les boules, quand tu as gagné 150 ou 200 euros dans un week-end, et si t'es pas invité, t'imagines bien. Bien sûr. Tu vas prendre la voiture avec moi, on prend Bilout avec nous qui est là, on part tous les 3 par exemple, on va jouer à Bordeaux. Il faut partir vendredi puisque les nationaux commencent le matin. Donc c'est 3 nuits d'hôtel. Le samedi soir, c'est 3 nuits d'hôtel. C'est les repas du vendredi soir, du samedi midi, du samedi, et quand si tu as perdu n'importe quoi, tu rentres le dimanche. Donc 3 x 4, 12 repas, 6 nuits, sans rien faire, sans t'éclater, on a acheté 200 sacs chacun. Enfin 200 euros. D'accord? Sans faire la fête, sans aller en boîte, sans aller, tu vois. Donc c'est pour ça que, avec la notoriété que j'ai réussi à acquérir, écoute, je me fais inviter.
Maintenant que je gagne ou que je perds, les mecs ils veulent que je sois là. J'ai 2-3 invitations tous les week-ends. Alors, Bien sûr, c'est bien, pourvu que ça dure encore 15 ou 20 bien ans. sûr. Ouais, Non, ouais. je serai, comme je disais à Fasino, on fera peut-être après la tournée, on va s'orienter dans la tournée des EHPAD, tu vois, sur l'équipe Non, 21. mais c'est trop bon de vous voir jouer On ensemble, hein. va faire un truc. On va faire les championnats d'Europe ensemble. Ah ouais? Pour la première fois, la fédération envoie une équipe au championnat d'Europe vétéran. Et je vais représenter la France sur la mer Noire, là, en Bulgarie, à Albena, voilà. Avec Christian? Fasino, Fernand Rivière de Nice et Michel Briand, avec qui on avait joué un championnat du monde ici, à Clermont-Ferrand, en 1900. Je sais pas si c'est pas 97, non? Non, 96. Je me rappelle du 94. championnat du monde, mais je sais pas quelle 94, année, ouais. où j'avais fait pratiquement pour moi la plus belle partie de ma vie, qui malheureusement j'ai perdu 13-12 contre les Belges en demi. Cette fameuse partie, je la reverrai toujours. La maison du Goulis, 6000 personnes à bloc. Hein. À bloc. Maison des sports. Maison des sports. Maison des Goulis, maison des sports. Ouais. À l'époque, Giscard était venu. Et quand il est venu, donc tout le monde, on avait commencé à 10h, on a fini, je te dis de suite, 13h47. Pratiquement 3h50, c'est le record du monde, toute catégorie. Encore une fois, j'aime bien les records, tu vois. Bon, c'est dommage pour moi, je l'ai perdu. Ça m'a coûté un titre de champion du monde, mais bon, c'est pas grave. C'était quoi, la finale ou la demi? C'était la demi contre Webel, Van Kampenhout, Van Kampenhout, le, ouais. le pointeur, ouais. et Joël Marchandise. Ouais, mais je Il me rappelle de cette m'avait gagné triplette. un point impossible. Moi, j'avais fait un carreau serré. Briand, Michel avait tiré. Il avait fait carreau serré. On avait 14 par terre. Il ne pouvait pas tirer. Il était mort. Il nous a fait un banc de boule sur une boule qui est comme ça. Et puis après, on perd. Et puis, nous, comme on les a tués, bah, du coup, c'est Michel Loy avec Alain Bidot, qui est actuellement le coach, qui va être mon coach au championnat d'Europe vétéran. Tu vois, la vie est bizarre. Avec Didier Choupet. C'est eux qui se sont retrouvés champions du monde. Alors que nous, cette année-là, la veille, on les avait battus 13-3 dans nos groupes, cette partie-là. Tu vois, l'équipe de France. On en a parlé de ces parties avec Alain Bidot, justement, que je connais très bien. Putain. Ouais, c'est super. Bah, lui, il avait été champion du monde, hein, il avait été champion du monde avec Choupet, qui était un tireur exceptionnel, et puis et Patrick Lopez. Oui, le pointeur, exact. Qui lui a gagné son premier tournoi, je me souviendrai toujours de ça, il te le dira, c'est un jour. Patrick, il vient toujours au souvenir de mon père, là, pour le 12, 13, 14 juillet à Cabreton, dans les Landes. Et on en parle souvent. Il a gagné son premier tournoi avec moi, à la mer, à Hermonville. C'était le challenge Jean Richard. Et Jean Richard nous avait offert son trophée, enfin, c'est lui qui nous avait remis. Une coupe, elle faisait au moins 1 mètre, 1 mètre 20 de haut. Et je crois qu'il a toujours Patrick Lopez. Oui, ce fameux Lopez, moi je ne l'ai pas revu. Il a été champion du monde. Et après, tu sais, on allait voir toujours à l'époque, il y avait le national de Cournon qui amenait un peu tous les grands du. Et lui, je revoyais beaucoup Alain Bidot et Choupet, mais il ne jouait plus avec Lopez. Après, ils se sont mis avec Michel Loy. Après, il y a des équipes qui se sont constituées. Puis après, la vie, elle est. Mais bien sûr. Il y a des séparations, il y a du bien, il y a du mal, tout ça. Voilà, ça c'était le début de ma carrière, mon petit. Je change un petit peu. Après, on va revenir. De toute façon, tout se croise. Hein. Tu parlais de ces anciennes parties, de ces anciens champions. On est bon. On est bon. C'est quoi ton regard, Marco, sur la pétanque d'aujourd'hui par rapport à cette époque-là? Ben, encore une fois, moi je te dis, j'ai connu les terrains libres, j'ai connu la pétanque où ça parlait beaucoup, sans pour autant s'embrouiller, se disputer. À la limite, je trouve même qu'on se dispute beaucoup plus maintenant avec des arbitres justement qui passent leur temps, qui sont plus arbitres. Avant, tu as appelé un arbitre qui te mesure un point. Maintenant, c'est des geôliers, tu vois. Tu as certains arbitres, ils seraient dans des maisons de correction pour les jeunes ou éventuellement dans un pénitencier, ils seraient bien, c'est des geôliers, tu vois. Ils pensent plus à arbitrer, les mecs. Ils regardent tes pompes, le chrono, cigarette, attention, suivant si tu respires, tout juste si on ne va pas te calculer là, ton pouls, enfin, etc. Non, les vrais arbitres pour moi, c'est des mecs que tu ne vois pas. Ils te préviennent, ils te disent attention Marco, si tu déconnes, tu fais ci, tu fais ça, j'interviendrai et tu auras un carton. Donc tu préviens tout le monde, messieurs ne bougez pas. Maintenant, tu en as certains que je connais même pas, ils se régalent tous les week-ends de me cartonner.
Moi, je passe tous mes week-ends avec des cartons, des jaunes, des rouges, des bleus, des verts. Moi, je pourrais inventer plein de cartons, tu vois. Ça, c'est pas mon kiff. Avant, on jouait libre. On se rentrait dedans, on se serrait la main, même quand on faisait des parties à l'époque, je te dis, des 200, des 300, des ça. On jouait même 1 million. Moi, j'ai joué 1 million sans partager. Maintenant, quand tu joues 200 euros, tu as intérêt à partager parce que tu te disputes avec tout le monde. C'est dramatique parce que c'est peanuts. Ça représente rien, ça représente 130 balles. Ça représente 1300 francs de l'époque. Tu vois, c'est une mentalité. Je m'y retrouve pas trop. Maintenant, bon, là, cette année, je joue toujours avec mon team, avec mon club de Loubera que tu connais, les Gaulois de Loubera. C'est à 700 mètres d'altitude, c'est pas très loin d'ici. C'est sur les hauteurs, là, dans les Combrailles. Moi, j'ai un président qui est extraordinaire, qui est mon pote. On se dit les choses, on se regarde, on n'a pas besoin de signer de contrat, tout est clair. Tu vois, là, je me fais une belle saison, je vais essayer de me faire une belle saison parce que, comme une fois encore, des fois ça me lasse, alors qu'est-ce que je fais? Je choisis. Là, j'arrive à choisir mes partenaires, mais je choisis aussi des objectifs. Là, j'ai rempli le premier il y a 48 heures. On voulait gagner les championnats pour aller aux France se faire plaisir avec Mason Durk, qui est revenu, et avec, bien sûr, Jean Feltin. Donc on fait une très belle équipe, on va essayer de se faire plaisir. Donc ça, on essaiera de se faire une belle perf au championnat de France. Comme je leur ai dit, le seul truc qui compte pour vous, comme pour moi bien sûr, moi je l'ai gagné 7 fois, mais pour vous ça serait de le gagner aussi en triplette, tu vois. Donc ça serait bien. C'est l'objectif. L'objectif numéro 1, c'est ça, avec la Marseillaise, voilà. Après, j'ai 2-3 concours qui me font plaisir, qui me tiennent à cœur. Lorsque je vais chez Robert Coste, mon ami, à Espalion, tu vois, c'est des gros tournois. Là, il y a le FIPEM aussi à Millau qui est relancé, qui va être un très très gros tournoi. Où avant tu avais 16, maintenant ils ont réduit. C'est cocooning, ça fait comme un petit Roland-Garros, ce qu'ils ont fait au niveau du carré d'honneur. Donc c'est des concours qui me tiennent à cœur. Je te dis la Marseillaise, pourquoi? Parce que c'est le plus beau concours à gagner, quoi. C'est magique, plus tu arrives dans le temps, tu vois. Quand tu arrives en 32e, en 16e, en 8e, tu as des galeries d'honneur qui se font naturellement, où tu as 200, 300, voire 500 personnes qui te regardent. Tu vois, voilà, c'est que du bonheur. Tu parlais tout à l'heure de parties où tu pouvais parler et tout. J'ai l'exemple de dimanche où tu fais une partie. Bien sûr, toi, tu attires la foule. Et puis, qu'est-ce que tu as fait au championnat du Puy-de-Dôme, là ouais. Dimanche, là, oui. Voilà. Tu as commencé à brancher Mason et tu lui as dit que chaque fois qu'il loupait une boule, tu disais 3, 4, 5. Ah oui, tu dis, mais j'ai jamais loupé 5 boules de ma vie de suite. Mais c'est ce que je dis maintenant. Mais tu as tout le monde qui était plié autour encore. Oui, non, mais je peux lui dire à ça, parce que c'est comme mon petit, il pourrait être mon fils. Mais Mason, si tu veux être dans les 5 meilleurs tireurs de France ou du monde, c'est interdit de manquer double. C'est pas interdit de manquer double, mais de manquer 5 fois, 6 fois. Maintenant, tu n'as plus une seule partie. Les meilleurs tireurs là, que tu regardes, qui sont en équipe de France, ou les meilleurs tireurs du monde, ou n'importe quoi, tous les mecs manquent des boules. Alors moi, je veux pas passer pour... Après, je parle même pas sur le fond, mais c'était la scène de théâtre, quoi. Mais oui, je revois très bien la scène. Il tire, il manque double. La semaine d'après, il manque double. Et toi, tu faisais ça. Moi, je faisais ça. Et j'ai dit, Moineau, tu vas prendre 2 tirs. Mais Moineau était malade, il a eu des problèmes dans le ventre, là où il avait des caillots et tout, il a failli pas venir faire la Ah ouais, c'est dur. D'accord. Et puis tu as vu les conditions, on a attaqué. Ah non, le soir, j'ai même pas regardé la fin de ta partie, je me caillais trop. Ah ben je suis en t-shirt aujourd'hui. Mais là, il se faisait 4, mais non, c'était un ressenti à 0. Ah ouais. C'était horrible. Vous aviez du mérite, hein, putain, de jouer là. Donc heureusement qu'on s'est qualifié, parce que ça nous évite de repartir à, faire les championnats de ligue après, tu vois. Alors, j'en reviens sur un peu le team que tu as monté. Moi, une petite question. Comment tu recrutes, Marco? C'est les gens qui veulent venir? Tu as les moyens de recruter, de faire venir tes... les moyens... Alors, je sais qu'il y a des régionaux, mais des gars comme Mason, il revient. Qu'est-ce qu'on leur promet à Mason? Écoute, moi, ce que je fais, c'est totalement... Alors, moi, j'ai ma team qui est totalement différente, qui est hors club. Moi, ce que je fais venir entre des frais de route, etc., certains contrats, pour certains joueurs... Parce que moi je m'appelle Marco Foyot, quoi. Je voudrais pas que les joueurs fassent le proxénète sur moi. Toute ma vie ça a été plutôt le contraire. Ouais, bien sûr. Tu vois. Mais là je le fais pour faire des résultats
à notre club, le monter. Regarde, tout à la déconnade, on est dans les 20, non, qu'est-ce que je dis dans les 20? Sûrement dans les, peut-être en termes de classification, on est dans les allez, 10, 12, 14, on est dans le top 15 français. Tu te rends pas compte, Loubera, Ouais, j'avais puis même cette des gens, année, t'as même des gens perdu d'ici. Ouais. très juste contre Arlan, Ouais, qui a perd, failli voilà. gagner aussi derrière. Mais là, même des gens de Clermont-Ferrand, ils savent même pas où c'est Loubera pour dire. C'est vrai. Et moi, le fait que je sois à Loubera, bah écoute, moi c'est vrai. connu dans le monde, que ça soit à Madagascar, aux États-Unis, en Australie, au Sénégal, n'importe où, parce que j'ai monté ma team et puis j'ai un très gros Facebook, Marco Foyo officiel page, enfin etc. Plus Boulistonaute qui relaie les choses qui font 1,8 million, 1 800 000 pages vues mensuelles. C'est un truc Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je fais, moi? Ben, j'ai besoin de partenaires, de sponsors que je vais chercher. Et là, je dis à messieurs, ceux qui m'aiment bien, que je vous rassure de suite que je ne coûte pas une thune au club de Loubera, parce que c'est mes amis avant tout, et au contraire, bien souvent, c'est moi qui ramène pas mal de contrats pour que ça soit, ne serait-ce que sur Polo, Sweat, enfin, etc., pour l'habillement et tout, avec des partenaires que je vais chercher, et qu'on va chercher ensemble avec Jean-Michel Guillemot, qui est le président du club. Voilà. Donc on fonctionne comme ça. Une partie reste au club, et l'autre partie, c'est à moi de me démerder pour rentrer de l'argent. C'est 15 000 balles, hein. 15 000 balles, c'est 15 000 euros, quoi. Ah ouais, d'accord. Frais de fonctionnement. Donc, Loubera, Aparnerie, qui est champion de France de la pâtisserie, de la boulangerie. Bon, il y a des vaches ou des moutons, je crois, à côté. Le maire, il te donne pas une thune, rien du tout, tu vois. Il aide un petit peu le club. Mais il n'y a pas de sponsoring. Je connais pas de mec à l'Opéra qui me donne des thunes pour que je joue à l'Opéra. Ça n'existe pas. D'accord. Je suis là-bas simplement parce que c'est un endroit où il fait bon vivre. Je respire bien. Les Auvergnats, j'aime. C'est une mentalité que j'aime bien. C'est vrai, je fais pas ça pour vous faire plaisir. Tu tapes dans la main, ça me suffit, quoi. Quand j'étais à Montpellier, j'ai passé 22 piges à Montpellier, je faisais des contrats en pub ou n'importe quoi le matin. 3h de l'après-midi, je me disais, mais putain, il va aller au bout ce contrat. Tu vois, le midi, c'est surfait. Là, tu sens qu'on est bien, quoi. Tu es en place. Les gens, c'est des terriens. Moi, ma compagne, elle est là, c'est carré. C'est pour ça qu'il ne faut pas que je déconne de trop, parce que si je repars encore, bon, tu me diras, j'ai des endroits, hein. Je m'achèterai une caravane, je te dis, je ferai la tournée des EHPAD avec Fasino, tout ça, Bilou qui fera le chauffeur. Voilà, et puis même dans le monde entier, tu sais, je suis pas matérialiste. Moi, je peux passer 6 mois aux États-Unis, no problemo. Je vais 6 mois au Maroc, je vais au sud de l'Espagne. Je suis invité dans le monde entier, je peux passer 2 ans, 3 ans s'il faut en Thaïlande, n'importe où, quoi. Et Marco Foyo, j'ai réussi à monter ça, quoi. J'ai compris. Et Marco Foyo, il vit de quoi tous les jours? Ben, je vis pas d'amour et d'eau fraîche, hein. Je vis justement en fonction de ce que j'ai récupéré. J'avais monté une société à l'époque avec Benjamin qui s'appelait Marco Foyo Communication. C'était une société qui tournait pas mal avec mon fils. On avait lancé donc une marque avec le 13 qui nous appartenait, le 13 en Burberry, le C13, enfin etc. On avait tout ça. Après, cette société, bon, mon fils, pour différentes raisons, après, elle est toujours même en stand-by, cette boîte. Et puis, bon, bah, moi, je me démerde, hein, je me démerde de rentrer mes sous, je fais entre des stages que je fais, entre des séminaires, j'ai des opérations télé, radio, j'ai des boîtes qui me payent pour faire une intervention dans une entreprise. Ça, j'aime bien faire ça. Bon, je touche un peu moins que Constantino et que Claude Onesta, eux, ils sont à 30 000 la journée. Moi, je suis un peu moins cher. Galtier aussi, je Galtier, savais, qui fait des bah, trucs énormes. Je vais faire un truc Sport and Business, justement le 2 juillet, où tu as des garçons comme qui sont venus, même Bernard Tapie était venu faire des interventions, comme Galtier, tu me parlais de Galtier, Édouard Compiron, Florent Manodou, Catherine Destivelle, l'alpiniste, je t'en passe et des meilleurs. Tu dois être excellent là-dedans. Enfin, tout ça. Et donc, bah écoute, je raconte un petit peu ma vie, le pourquoi du comment, comme je suis en train de faire là. Et pourquoi Marco Foyo existe et comment je réussis. Et puis voilà. Et puis j'associe donc mon nom à cette entreprise où tu as 10, 15, 20, 30, voire 500 employés. Donc les mecs, ils peuvent m'acheter et me revendre 18 fois. Hein. Les mecs, ils gagnent 100 000 euros par mois. Moi, je ne les gagne pas. Par contre, je peux tenir un discours avec eux, j'en ai rien à carrer. Ouais. Moi, je suis relax.
Et puis tu as fait des trucs. Moi je J'en me ai pété, rappelle, tu avais écrit. Moi j'avais acheté un bouquin à l'époque à ton stand. Oui, oui. T'avais tes Mais fringues, t'avais tes machins. j'ai été le premier à faire aux éditions Lafon. J'ai fait 3 livres. Après, j'étais avec Amphora Sport, la pétanque, le jeu de pétanque, tu sais. Mais là, je suis sur un truc, là, parce que tout le monde me le demande, mes histoires. La vie de Marco Foglio, tu sais, c'est pas mon côté showman, parce que c'est un peu du voici, du gala. Tu sais, les gens, ils aiment bien ça. Mais j'ai tellement d'anecdotes. C'est pas voici gala, c'est mieux que ça. Non, non, c'est-à-dire c'est de l'histoire vraie. Parce que j'ai connu des personnes très importantes. J'ai connu des politiques, je me suis retrouvé avec des avocats, avec des voyous, avec enfin, je peux pas tout dire, enfin, etc. Des personnalités dans des situations complètement loufoques. Ça peut être à 8 h du matin, comme ça peut être à 4 h du matin, dans des endroits de pénombre, avec de la musique, du champagne, tout ça. Rencontrer des gens qui étaient recherchés, par exemple, par toute la police de France. Tu vois. Après, j'étais, moi, ami avec j'ai un ami qui est aux États-Unis, qui était le commissaire, qui était avec Broussard, tout ça. C'est comme mon frère, hein, c'est Bernard Martin, je l'appelle Don Martin. Et je pars aux États-Unis avec lui, et c'est mon pote. Lui, il était à l'époque, c'est là qu'on s'est connus. Quand il a arrêté Mesrine, enfin quand il a arrêté. Ouais, quand ils l'ont découpillé, tout ça. Donc j'ai tellement d'anecdotes à raconter, tu vois. Mais ça va être une mine d'or ce bouquin. T'as déjà vu quelqu'un pour un éditeur non, pas encore, mais je veux pas me tromper. Soit je passe par une grosse boîte, super style projet. Lafon, enfin tout ça. Mais bon, c'est du travail, hein. C'est du travail, mais... Mais je pourrais parler d'Lino Ventura, d'Eddie Barclay, c'est Nuit Blanche à Saint-Tropez. On est tous friands de ça. C'est Mariage. Attends, je me retrouve, tu te rends pas compte? Pour moi, c'est Nambelli, Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Edison Dos Animento, là, Pelé, à côté de moi, avec des photos, tout, tu vois, c'est des trucs c'est du rêve. Ou par exemple, un jour, je me retrouve à Gustavia, à Saint-Barthélemy, avec, pour moi, la plus belle femme du monde. J'en rêvais, je la regardais, je l'excitais, je me suis retrouvé à déjeuner avec elle. Elle était avec son mec de l'époque. Moi, j'étais avec Jean-Marie Rivière qui tenait l'Ange Bleu à Paris, avec Dalolo et Lino Ventura, où ils avaient acheté tout un truc à Saint-Barth. Je me retrouve là-bas, moi, avec mes 3 petites boules, mes petits pantalons rouges près des Roubignoles. Tu vois, beau mec, les cheveux longs, et je suis, tu sais avec qui? Dis-moi que c'était la plus belle femme à l'époque. Enfin, je te raconte, Raquel Welch, ça dit quelque chose. Putain, dans sa peau. Tu sais comment elle fait. C'était une gonzesse. Et j'ai passé toute la journée, tout le repas dans ses seins, quoi. Je l'avais devant moi comme toi, là. C'était magique. Tu vois, quand tu vis des trucs comme ça, et puis voilà, quoi, c'est ma vie, quoi. Voilà. Je me rappelle, même la pétanque, tout de suite, c'est vachement télévisuel, équipe 21, machin. C'est bien. Je me rappelle que toi, je t'ai vu à ce qui est maintenant s'appelle Stade 2, mais ça s'appelait pas comme ça à l'époque. On n'avait jamais vu de pétanque à la télé. Tu as fait une démonstration de tir, bien sûr, tu n'en loupais pas une. Je sais pas si tu te souviens, j'étais gamin, donc ça et je vais même te dire, il y a plusieurs émissions. Alors à l'époque, Michel Denisot, qui a été sur Canal, tout ça, c'était le dimanche, c'était Télé Dimanche, c'était sur TF1. J'étais venu avec Darry Cole, donc avec qui j'étais pote, Darry Cole. Ouais. Il me prenait son petit fauteuil, il me regardait, il m'avait surnommé le Mozart des boules, lorsque je jouais mes parties d'intérêt, tu sais, d'oseille dans le bois de Boulogne. Il était là, Daryl, alors que c'était un garçon, il jouait avec moi, il ne pouvait pas jouer une boule. Alors que dès qu'il était au théâtre, il prenait une scène, il regardait les gens, il pouvait faire rire ou pleurer 2000, 3000, il était dans son élément. Et là, et donc, Eddie Barclay, Colaro qui était venu avec nous, enfin, etc. Il commençait à foutre le bordel, il jetait les boules comme ça, l'autre il voulait jeter les boules. Il y avait Sim aussi qui était avec nous. Sim, ça te dit quelque chose? Putain, mais bien sûr, hein, tu vois. Moi, j'ai connu tout ça. Et puis après, j'avais fait aussi, en revenant de Thaïlande, je me souviens, je m'étais fait cambrioler la maison, tiens, entre parenthèses. Je revenais de Thaïlande, j'habitais le Pontet à Avignon, j'étais avec le maire des enfants, avec Corinne. Et j'étais arrivé, j'avais repris un avion d'Avignon, direction Paris, et j'avais fait l'émission Intercontinent avec Guy Lux. Il y avait les frères Saron qui étaient là, qui habitaient à côté de chez moi. Christian, voilà, ils étaient dans l'émission, tu sais, c'est les émissions où tu devais
rattraper, tu sais, les gens qui étaient interrogés, qui arrivaient pas. Alors Guy Lux, un jour, quand j'y vais la veille, oui, ils appelaient. Ouais, il y avait une piscine, il y avait un nageur qui était là, qui devait faire, je sais plus, 50 mètres ou 30 mètres, enfin tout. Mais moi, il me met les boules comme ça, sur du plastique, face à la piscine. Toutes les boules que je tirais, elles allaient dans l'eau, quoi. T'avais toujours des mecs qui plongeaient pour aller récupérer mes boules et tout. C'est un souvenir de... C'est dingue. Ça, c'était l'émission Intercontinent, Interville, Intercontinent, ouais. Ouais, effectivement. C'est la première fois que les boules venaient à la télévision, à la fois sur TF1, sur tout ça. Après, j'ai fait Canal avec Denisot. J'ai fait des émissions qui marchaient très très bien sur au niveau... sport, sur RTL, tout ça. Les émissions de foot, là, du soir qui s'appelaient... Ils intervenaient dans le championnat, sur des journées de championnat avec Jean-Loup Lafont qui faisait ça. Jean-Loup Lafont qui faisait ça sur RMC. Je te raconte une histoire vite fait, je peux? Bien sûr. Il nous reste encore 20 secondes? Ah, mais tu as largement le temps. D'accord. Monsieur Bilout, je boirais bien un petit café, mais après. Hein, mais continue à raconter, je le fais. Et donc je continue à raconter. Il me fait venir à RMC Sport sur une journée de championnat. C'était la fin du championnat, c'était mai-juin. Et j'intervenais lors d'un match de Paris Saint-Germain contre, je ne sais plus qui c'était. Et à ces émissions-là, tu avais Alain Prost qui venait, Luis Fernandez, Jacques Secrétin, ping-pong, enfin, etc. Puis moi, ils appellent un joueur de boule, Marco Foyo. Bon. Je vais dans l'émission et je commence à raconter mes trucs entre les matchs, entre les trucs, tu vois. Putain, Jean-Loup Lafont, son stand, pas son stand, où tu reçois tous les appels, comment on appelle ça? Enfin, standard. Le standard, je commence à discuter, on m'interroge et tout, et je ne peux pas répondre à toutes les questions. Et c'est là qu'il s'est rendu compte, le mec, RMC Sport, tout ça, on dit putain, il faudrait qu'on fasse une émission sur la pétanque parce que ça avait autant d'audience. Et bien, figure-toi que ce soir-là, j'ai fait autant d'audience que Luis Fernandez. Je sais même pas si t'es pas encore capitaine. Il jouait au PSG ou entraîneur. Moi, c'est ça. Et qu'Alain Prost, qui était 4 fois champion du monde de Formule 1, Marco Foyo, qu'est-ce que je représentais là-dedans? Et ben, j'ai refait une émission en septembre ou en octobre, au début des premières journées de championnat. J'avais cartonné comme un dingue, je pouvais même pas répondre à toutes les... J'avais une panacée de questions qui m'arrivaient dans tous les sens. Et j'avais pas pu répondre à toutes les questions. Donc déjà à l'époque, tu vois, la pétanque, mais seulement peut-être que nos instances ne le savaient pas. Peut-être que les gens qui étaient à la télé ou des gens ne savaient pas. Moi j'étais avant-gardiste, j'ai toujours été avant-gardiste. J'étais le premier mec à faire mes stages de pétanque, premier mec à faire des bouquins, premier mec à faire une cassette vidéo, premier mec à faire des CD. Et je continue, quoi. Voilà, je continue. Ouais, je fais ça pas pour me la péter, mais parce que je suis encore passionné. Et puis. Parce que c'est vrai que des bons joueurs, depuis, il y en a eu beaucoup, mais tu es l'image qui sort médiatiquement, quoi. Hein. Il y a des champions en France. À l'époque, quand on parlait pétanque champion, ce qui était connu médiatiquement, c'était Marco Foyo, quoi. Oui. Hein. C'est toi qui as été un peu l'ambassadeur, hein, de tout ça. Mais encore, je suis ambassadeur pour la société au but, hein, tu vois. Ah ouais. Dans le monde entier. Ouais. Je suis ambassadeur pour un ami à moi qui a un très très gros groupe immobilier qui s'appelle Anaum Immobilier Pierre Nallet, qui fait rentrer des sportifs dans son entreprise. Moi, je suis un peu, je suis un peu ambassadeur de. Mais c'est bien, j'aurais jamais pensé que moi, avec mes 3 boules, on dira ça comme ça, qu'avec mes 3 boules, ma tronche, 1m90, et que je puisse faire, je sais pas, moi j'ai dû faire 15 ou 20 fois le tour du monde, et puis rencontrer des gens que je n'aurais jamais pu rencontrer. J'étais chez le roi du Maroc, pour te dire un truc de folie, j'ai joué au milieu du désert, j'ai fait des trucs de dingue, quoi. Alors maintenant, je voudrais aborder un petit sujet, parce que moi, comme je t'ai dit, j'étais coach en basket. Ouais. Donc ce qui m'intéresse, c'est un petit peu les questions qui tournent autour de la compète. Aussi, Marco, est-ce que tu t'entraînais? Quand on est à droite, est-ce qu'on a besoin de s'entraîner quand on est Marco Foyo? Alors justement, pourquoi dans la continuité de ce que j'ai appris par mon père? Mon père, justement, on était 40-50 mômes au cochonnet le doigt un mot. Hein, ça, c'est les années 70, ce que je te dis là.
j'ai toujours pris la pétanque comme un autre sport, même si j'étais doué et adroit. C'est vrai que tu peux être un champion, tu peux être doué, tu peux être adroit et tout, mais quoi qu'il arrive, il faut le cultiver. Moi en athlétisme, j'étais adroit. Peut-être que si j'avais travaillé beaucoup plus, j'aurais pu être peut-être champion d'Europe sur 800 mètres. Bon, j'ai été blessé, j'ai eu des périostites à l'époque, des tendinites et tout. Mais la pétanque, c'est pareil, je l'associe à un sport. Et c'est ce que je dis toujours à des jeunes. Moi, je rends à la pétanque ce que mon père m'a appris et ce que j'ai pu, ce que j'ai pu connaître. Et puis, en plus de ça, c'est un plaisir. Parce que quand tu travailles, moi, je me souviens, mon père me disait, écoute, et puis j'avais un entraîneur d'athlétisme, il me disait, écoute bien, tu vas souffrir à l'entraînement et tu vas être beau en compétition. Et mon père me disait toujours pareil. Par exemple, l'hiver, pendant 4 mois, je tirais avec des 73, 740 grammes dans la boue, entre 9 et 11 mètres 50 avec mon père. J'avais 16-17 ans. Quand je raconte ça à des jeunes, les mecs ils disent, attends, Marco, il est fait. Non, parce qu'après, quand j'arrivais en compétition entre 6 et 10 mètres au mois de mai, au mois de juin, dans le soleil, je tirais avec des 76, bon, c'était mes boules réelles, 76 ou 75, 690-700 grammes, mais j'avais un bras, je manquais jamais de boules. Ça me paraissait, je me disais, mais comment on peut manquer des boules? C'est pas de la prétention, hein. Pourquoi? Parce que j'avais travaillé tout l'hiver, en plus de mon foncier d'athlétisme, de tout ce que je faisais auparavant, hein. Et je tirais des boules, par exemple, sur des troncs. Mon père, à l'époque, me faisait des troncs d'arbres. Je tirais sur 3 boules, élevées de 40 ou 50 cm. Il me donnait 5 boules. Les 5 boules, il fallait que j'en tape 3. Donc à 6 mètres, quand j'y arrivais à 7 mètres, tu peux mettre jusqu'à 10 mètres. Mais à 10 mètres, quand tu tires des boules sur des troncs d'arbres, c'est pas facile. Puis après, il me dit, puisque tu es bon, je vais te donner 4 boules. Et après, ils m'ont donné 3. Il fallait faire 3 sur 3. Et après, on enlevait une boule, il me mettait un but au milieu des deux. Et avec 4 boules, il fallait que je tape les 2 boules et un but. Ce qui veut dire que tous ces exercices que j'avais fait, des tirs à la sautée, des tirs combinés, des effets, tout ce que je travaillais à l'entraînement, c'est ce que je reproduis dans mes stages, c'est ce que j'essaye d'enseigner à certaines personnes, des stagiaires qui viennent. Je l'ai fait. J'avais tous mes coups. C'est pour ça que lorsqu'on dit que Marco Foglio souvent a un coup d'avance, a une main de jeu d'avance, c'est que moi, mon pied, je le prends quand je jouais à l'époque, et j'ai découvert ça quand je jouais avec Othieu Mélis. Après, j'ai connu ça avec Cocoyan et René Lucchesi, avec qui j'ai fait un doublé à la Marseillaise. Et puis, pendant plus de 10 ans, avec Passo Faré, je savais, moi, quand Passo allait me faire un carreau, quand Faré allait gagner, Passo me connaissait par cœur. Tu vois? Donc, c'est lié à tout ça. C'est suite à un entraînement, une connaissance de toi, connaissance de tes partenaires et tes adversaires. J'analyse très vite le jeu de boules. En domaine, je sais si tu es bon ou tu es naze. Je sais comment je vais te faire marron, ou comment moi je vais me faire marron, parce que des fois, je te dis pas, hein, j'arrive, je suis fracassé du dos, j'ai mal. Des fois, il y a 6,50 m, je fais le beau, je me dis comment je vais faire pour y taper. Et quand je suis en grande forme, je m'excite, putain, on est 12-12. Putain, si je peux tirer une boule pour 500 € la partie, je m'excite comme un dingue. Ça, c'est moi. Ce qui n'est pas donné à tout le monde. Mais sûrement, peut-être, ce qu'il ressent. Tu vois ce que fait Dylan Rocher? Je l'ai fait avant lui, puisque quand je gagne la Marseillaise, j'ai 20 piges quand je fais un triplé. Tu comprends? Quand je gagne, j'ai 20 piges quand je suis champion de France. Donc là, ce que fait Dylan, quand je le vois jouer, ça me remet plein de choses en tête. Et actuellement, c'est lui qui fait gagner ses équipes, parce qu'il est monstrueux, c'est peut-être le seul tireur. Avec la régularité de Philippe Suchot, pour moi, c'est les deux meilleurs. Ça va peut-être pas faire plaisir aux autres, mais c'est comme ça. Les autres, non, les autres sont loin derrière. Après, tu as des tireurs. Tu as des tireurs qui peuvent te faire 20 sur 20, puis tu as les mêmes tireurs, 2-3 parties après, qui vont t'en manquer 4 ou 5, et qui vont te faire perdre. Tu vois? Et cette capacité que tu as à jamais avoir la trouille, en fait, quel que soit... Mais si, j'ai la trouille de moi-même. Enfin, maintenant, oui, mais je veux dire de mal faire parce que oui, je suis fatigué, j'ai la bouteille... Okay. Voilà quoi. Ok, mais tu tombais pas face à Monsieur Trucmuche en disant oh putain lui. Mais non, ça m'excite. Toi, t'étais moi, je suis excité dynamisé par ça. Contre Léhenri Lacroix, qui est actuellement un des meilleurs joueurs, contre Dylan. Là, je l'ai prouvé encore à l'équipe 21. Je joue avec Christian Fasino, qui lui manquait toujours sa première. Il dit putain, il n'y a qu'à jeter pour faire un carreau, mais seulement il jetait toujours la première. Ben, on a tourné.
Après, je leur ai dit 2-3 trucs dans l'oreille. Bon, il y avait beaucoup de téléspectateurs qui écoutaient, avec Ah ouais. Jean-Luc Robert qui commentait. Bon, je lui disais, là, on joue contre les... Attends, mais c'est vrai. T'as Attends, pas je joue arrêté contre les toute deux la meilleurs partie. tireurs du monde. T'as pas arrêté tout Mais pour un peu... Attends, Dylan, il n'arrivait plus à taper une boule à 7 mètres. Exactement. Il manquait double. Il a fini pointeur. Mais Mais- il me semble que j'ai pas fait d'anti-jeu. J'ai Mais fait, moi, rire j'ai tout- j'ai j'ai fait regardé. rire la France et le monde entier maintenant sur YouTube. Moi, je regardais la partie, je disais, mais il a mis un cachet dans la bouteille. Oui. Il a mis Tu te rends pas compte que les arbitres, Non, qui sont anonymes, là je les ai mis en jeu. Bon, ils nous ont cartonné, hein. Je t'explique pas, des cartons. Avec Philippe Quintet, il me dit, j'ai jamais pris autant de cartons que dans une compétition avec vous. T'as raison, on a pris, alors 15, 10, on a pris 16 cartons, je crois. D'abord, à la fin, au Trophée des légendes, l'agence Quarterback avec Barthélémy, ils nous ont remis un diplôme spécial, on a battu tous les records. On a eu 16 ou 17 cartons dans toute la compétition. Alors, je te dis, il y avait le Marocain qui s'est allumé avec Christian Fazeno, comment Hicham, là. Fazeno, il était pas content. Hein. Bon, mais c'est comme ça, il faut que ça soit comme ça, la pétanque. La preuve, c'est que ça fait le tour du monde. Je reçois des appels du Canada, de mes Ouais, potes. c'est énorme, bien sûr. Il faut que ça soit comme ça. Et tu as fait un petit. Tu as parlé tout à l'heure de ton équipe là, qui nous a fait rêver quand tu étais avec Passo, qui est ton ami, bien Oui, entendu. Passo, hein. oui, Passo, oui. Passo, c'est une personne hyper importante pour toi. Bien sûr. Et je voudrais que tu parles de l'importance de l'équipe. On ne met pas 3 bons pétanqueurs Non, pour faire une équipe. non. C'est, comme tu disais tout à l'heure, la complémentarité. Ouais. Et ça, on le voit à toutes les parties, en Mm. fait. Hein. Si tu peux parler un peu de ça, là, parce que... Moi, j'associe, c'est pareil. Les équipes je reviens à ces dernières années. Lacroix, Quintet et Suchot, ils ont gagné plusieurs fois le championnat de France. Ils gagnaient de partout. Pourquoi? C'est la seule équipe en France qui jouait régulièrement et pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, toujours ensemble. Là, maintenant, ils ont remonté l'équipe entre Robineau, Lacroix et Dylan Rocher, et ils jouent toujours ensemble. Moi, pendant 12 ans, avec mon équipe, on gagnait régulièrement. Pourtant, c'était à l'époque, hein, c'était les plus grosses parties, c'est-à-dire c'était Bidot, Choupet, Loa, pour Paris. Tu avais donc l'équipe de Quintet qui jouait avec Jean-Luc Robert et éventuellement Morillon. Tu avais la partie de Fazino. Fazino aussi qui a joué avec Suchot et Voisin. Suchot et Daniel Voisin. Ça a duré pendant des années. Voilà. Nous, notre équipe, en fin de compte, on gagnait plus souvent contre ces 3 équipes qui étaient les 3 meilleures équipes de France et voire du monde. D'accord? Pourquoi? Parce que, encore une fois, je te le disais, moi, Passo, je le connaissais par cœur. Faré, pareil. Il me connaissait par cœur, ce que j'étais capable de faire ou ne pas faire. Et j'associe, en fin de compte, ce que je disais lorsque je fais des stages ou des séminaires en entreprise, c'est exactement la même. Il faut pouvoir se dire les choses. Il faut qu'on ait de l'amitié. Si tu n'as pas de l'amitié pour ton tireur, ton pointeur ou ton milieu, ou inversement, c'est comme un couple. Hein. Il faut que tu puisses dire à ta femme, écoute, tu me fais chier, tu m'emmerdes et tout, ça va comme ça. Je t'aime, mon amour, c'est 6 mois, hein, d'accord? Ouais. T'as envie d'y faire des câlins dans la salle de bain, sur la table de la cuisine, enfin, etc. Tout ça. Mais quand il arrive de 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est autre chose. Un couple, un joueur de pétanque, c'est la même. Il faut pouvoir se dire des choses et accepter les choses. Et le jour où ton tireur n'accepte plus que tu lui dises putain, t'en joues pas une, ou toi, si tu fais le tireur, que tu parles mal à ton pointeur et qu'il te dit mais va te faire foutre, la partie elle casse. C'est ce qui se passe maintenant à 95% dans toutes les équipes françaises. Ils ne se supportent plus les jeunes. Ils s'imaginent que taper 3 boules c'est fait, mais ils se critiquent tous d'un week-end sur un autre. C'est vachement grave. C'est cette mentalité que je n'aime pas. Et c'est pareil, cette relation, ce que je te dis avec un séminaire, tu peux être le meilleur chef d'entreprise, mon pote. Mais si tu n'as pas le comptable qui va avec, les secrétaires, ou si par exemple tu as des représentants dans ta boîte qui sont bons et tout, eh ben tu peux pas gagner. Tu seras pas bon. Ça me dit que j'ai presque plus de... Alors, j'ai trop parlé. Hein. Non, c'est super ce que tu dis. Attends, voilà. Ouais, je voulais te dire Allez, comment... J'ai encore 5 grosses minutes, c'est bon pour toi? Je sais même pas si mon truc il va tenir. Et comment t'abordes une compétition? Tout le monde. Non, je voulais juste
Dis-moi des petites anecdotes, une ou deux anecdotes de parties gagnées alors que tu devais jamais la gagner. Des Alors, trucs je te de raconte fou. un truc qui m'avait marqué. Ça se passe aux arènes, aux arènes de Dax, dans les Landes, mois d'août. Je joue avec mon père en doublette. Et on joue à l'époque contre Loulon, qui était un des meilleurs joueurs français, qui était un joueur extraordinaire. Le Bordelais, il jouait avec Védé Lago, son ami, il jouait Loulon. Et je me souviens toujours, les mecs, ils ont fait 6 carreaux contre nous, ils en ont perdu 6. En faisant 6 carreaux, ils en ont perdu 6. Pourquoi? Parce qu'à la dernière, ils en ont tiré une qui était un peu devant le but, le bouchon est parti, et on a fait 6 points. Et mon père, au lieu de faire pédale douce, il a été les voir, il les a charriés. Tout simplement parce qu'on avait 7 et 6, 13. Oh putain. Les autres, ils étaient bleu marine. Je me souviendrai toujours de ça. Mais je te raconte ça, je devais avoir 16-17 ans, tu vois. Mais c'est là-haut. Vas-y, raconte-moi la deuxième anecdote où tu étais. Donc, une autre anecdote que je te raconte, après celle de Loulon, c'est pendant la Marseillaise 2002. Je m'inscris, donc Marseillaise. Je dois jouer avec Usaï, marchand de champignons. À l'époque, on était à Ambert. Et Pascal Mieli. Mais seulement lui, c'est l'époque où encore tu as les championnats de France tête à tête, enfin, etc., qui tombent pendant le mondial à Marseillaise. Bon, fatalité, il avait gagné le championnat du Puy-de-Dôme. C'était, je crois, à Saint-Étienne le championnat. Usaï l'accompagne, mais moi j'étais déjà à Marseille, puisque ça commence le dimanche matin à 9h30. Tu vois, le premier tour. Donc il est parti à faire son championnat, et j'étais inscrit avec 2X. Et fatalité, dans la soirée, il perd, Pascal. Il perd la dernière le soir. Usaï qui était avec lui le prend, il le descend à Marseille. On arrive, ils dorment sur la route. Non mais c'est un truc de dingue. Je joue avec les deux, on donne les licences, tout ça. On joue ensemble. 5 jours après, on gagne la Marseillaise. Oh. Et elle est belle l'histoire. Et on gagne la Marseillaise, une histoire de dingue. Hein. En finale, on prend Daniel Rizzo, le fils de Daniel Rizzo à l'époque de Paris, qui est très fort, qui est un Niçois, qui jouait avec des copains lui. On gagne 13-0. Et en demi-finale, on prend Château Cano, qui a joué cette année avec Usaï et Suchot, et qui ne se sont pas qualifiés, qui a signé à Arlan. Arlan, j'ai J'ai vu la partie. Ils ne se sont pas qualifiés, tu vois, ils ne vont même pas la ligne. On le gagne en demi-finale 13-0. C'est les deux records. Ça aussi, c'est un record. 13-0 en demi, 13-0 en finale, 26-0. Wow. Voilà, c'est des anecdotes. Puis alors, des anecdotes, je peux t'en pousser encore pas mal, mais bon. Voilà. Eh ben super, Marco, je te remercie. Moi, j'aurais tendance à te dire vivement que tu prennes la décision d'écrire ton bouquin. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me le demandent. Ouais, ouais, ça sera trop bien. Ouais. Et si tu as un petit conseil à donner à un jeune qui est pas trop mauvais à la pétanque pour pas trop s'égarer, qu'est-ce qu'il fait? Bah déjà, c'est qu'il trouve un bon club, qu'il trouve une bande de copains sans se prendre la tête, qu'il n'écoute pas tout le monde, qu'il ne s'écoute pas lui, parce que s'il tape 3-4 boules, il va penser que c'est arrivé. Non, c'est pas ça. Il faut qu'il travaille, qu'il reste humble, respect de lui-même, respect de ses partenaires et respect de ses adversaires. Et qu'il travaille. Puis après, s'il veut, il me passe un petit coup de fil, il viendra passer 24 heures avec moi, je lui expliquerai des choses, je lui parlerai dans l'oreille. Je lui dirai, il faut que tu fasses comme ça, mon petit, si tu veux devenir un Marco Foyot. Salut la compagnie. Merci Marco. Trop bien, merci bien.